Marcelo Tunasi annule son mariage avec sa femme Esther Aïcha. Finalement, le pasteur Marcelo Tunasi annule son mariage finalement. Un an pile poil qu'elle est décédée, tu ramènes une autre femme. En un an, les gens n'ont pas fait le deuil. C'est pour ça qu'ils sont fâchés de toi. En un an, même tes propres enfants qui sont près de toi encore n'ont pas fini de faire le deuil. Juste parce que c'est des enfants qui n'ont pas de sentiments. Maintenant, tu ramènes une nouvelle femme à côté d'eux, dans la même maison. Tu trouves ça normal? Qui trouve ça normal? Comment vous faites même pour trouver ça normal, les gars? Cette femme-là, c'est son deuxième mariage. Cette femme-là, il y a eu beaucoup de choses. Elle est enceinte, tu l'as vu, hein? Mon frère, tu es fiancé à qui? Tu es fiancé à qui? Toi qui veux te marier, tu es fiancé à qui? Les chrétiens n'épousent pas des païens. Les chrétiens n'épousent pas des païens. Lorsque tu veux épouser un païen, c'est comme un homme qui veut épouser un animal. Ne vous asseyez pas avec des gens. Qu'arrive-t-il réellement après la chute? Parce qu'une histoire comme celle de Marcelo Tomasi ne s'arrête pas simplement au moment où les secrets sont révélés. Les révélations ne sont jamais la fin. Elles sont souvent le début d'une autre réalité. Une réalité où chacun doit vivre avec les conséquences de ce qui a été découvert. Une réalité où les personnes impliquées doivent reconstruire leur identité après que l'image qu'elles avaient construite pendant des années a été bouleversée. Pour Marcelo, cette nouvelle étape représente probablement l'un des combats les plus difficiles de sa vie, car perdre une relation est une chose, mais perdre l'image que les autres avaient de soi en est une autre. Pendant longtemps, il n'était pas seulement un homme dans une relation compliquée, il était aussi un responsable spirituel, un homme écouté, respecté, suivi par une communauté qui voyait en lui un exemple. Et lorsque l'exemple tombe, la chute semble toujours plus grande. Les personnes qui l'admiraient doivent désormais séparer l'homme du rôle qu'il représentait. Elles doivent comprendre comment quelqu'un qui parlait de valeurs, de fidélité, de vérité et de responsabilité pouvait lui-même être au centre d'une histoire faite de secrets et de contradictions. C'est là toute la complexité de cette affaire. Parce qu'un être humain n'est jamais seulement une chose. Une personne peut avoir accompli de bonnes choses et avoir aussi commis des erreurs graves. Elle peut avoir inspiré certains tout en décevant profondément d'autres. Elle peut avoir été un guide pour certains et une source de douleur pour d'autres. Mais la question reste entière. Comment une communauté réagit-elle lorsqu'elle découvre que celui qu'elle considérait comme un modèle est aussi capable de faiblesses humaines? Cette question dépasse largement l'histoire de Marcelo et de Blanche. Elle touche toutes les institutions où les personnes placées en position d'autorité sont parfois regardées comme des êtres sans défaut. Or, derrière chaque fonction, chaque titre, chaque responsabilité, il y a toujours un être humain avec ses choix, ses combats, ses contradictions et ses conséquences. Et c'est peut-être l'un des enseignements les plus puissants de cette histoire. Parce que au-delà du scandale, au-delà des émotions, au-delà des jugements, il reste une réalité simple. Les décisions prises dans l'intimité finissent souvent par avoir des conséquences publiques. Pendant des années, la façade semblait tenir. Aux yeux du monde extérieur, tout paraissait normal. Une famille, un ministère, une réputation, une image construite avec patience. Mais derrière cette apparence existait une autre réalité. Une réalité que seuls quelques-uns connaissaient. Et c'est souvent ainsi que fonctionnent les secrets. Ils commencent comme quelque chose que l'on pense pouvoir contrôler. Une petite partie de la vie que l'on garde séparée du reste. Une zone cachée que l'on croit pouvoir protéger. Mais avec le temps, le secret demande toujours plus d'énergie pour être maintenu. Il faut inventer des explications, gérer les apparences, éviter les questions, protéger les mensonges précédents, jusqu'au jour où tout devient trop lourd. Et ce jour-là, ce n'est pas seulement un secret qui tombe, c'est tout un système construit autour de ce secret qui s'effondre. Pour Blanche, la situation était différente. Elle n'était pas seulement une personne qui découvrait une trahison. Elle était une femme qui devait décider quoi faire avec une vérité qu'elle n'avait peut-être jamais voulu connaître, car savoir la vérité peut parfois être aussi douloureux que l'ignorance. Certaines personnes pensent que découvrir la réalité apporte immédiatement une libération. Mais la vérité peut aussi apporter un choc immense. Elle oblige à regarder son passé autrement. Elle oblige à revisiter des souvenirs, des moments heureux, des paroles prononcées, des promesses faites. Elle transforme parfois les souvenirs eux-mêmes. Un moment qui semblait sincère peut soudain être rempli de questions. Une parole peut prendre un autre sens. Un geste peut être interprété différemment. Et c'est cette bataille intérieure que beaucoup de personnes vivent lorsqu'elles découvrent une trahison. Ce n'est pas seulement la perte d'une relation. C'est parfois la perte d'une partie de l'histoire que l'on croyait vraie. Blanche, selon les éléments racontés autour de cette affaire, aurait été confrontée à cette réalité difficile. Comprendre que la personne avec qui elle avait construit une partie de sa vie n'était peut-être pas exactement celle qu'elle pensait connaître. Mais malgré cette douleur, une autre chose ressort de son parcours, la volonté de reprendre le contrôle de sa propre histoire. Car décider de partir, décider de mettre fin à une situation qui fait souffrir, ce n'est jamais un acte simple. Cela demande du courage. Cela demande d'accepter une nouvelle réalité.
Cela demande de regarder l'avenir alors que le présent est encore rempli de blessures. Et c'est peut-être ce qui rend son histoire si marquante pour beaucoup de personnes. Elle rappelle que derrière chaque histoire publique, il existe des émotions privées. Derrière chaque révélation, il existe des nuits de réflexion, des moments de doute, des décisions difficiles que personne ne voit. Le public voit souvent le résultat final, mais il ne voit pas toujours le chemin qui a conduit une personne jusqu'à cette décision. Il ne voit pas les conversations silencieuses, les larmes cachées, les questions posées dans le cœur, les moments où quelqu'un doit choisir entre rester dans une situation connue ou affronter l'inconnu. Et c'est précisément dans ces moments-là que se révèle la force d'une personne. Blanche n'a peut-être pas eu le temps d'écrire la suite qu'elle imaginait pour sa vie, mais son histoire continue de provoquer des réflexions sur la dignité, la vérité et les choix que chacun fait face aux épreuves. Parce qu'au fond, cette affaire n'est pas seulement une histoire de couple, c'est une histoire humaine, une histoire sur les promesses faites et les promesses brisées, sur les apparences et la réalité, sur l'amour, la confiance, la perte et la reconstruction. Et maintenant, une autre question apparaît. Que reste-t-il lorsqu'une personne perd tout ce qu'elle pensait construire? Que reste-t-il lorsqu'une relation disparaît, lorsqu'une réputation est fragilisée, lorsqu'un passé revient demander des comptes? Il reste une chose, la nécessité de regarder la vérité en face. Car tôt ou tard, chaque choix rencontre ses conséquences. Et dans cette affaire, chaque personnage doit désormais avancer avec ce que cette histoire a laissé derrière elle. Chers auditeurs, lorsque les projecteurs se tournent vers une histoire comme celle-ci, beaucoup cherchent immédiatement un coupable, une explication simple, une conclusion rapide. Mais certaines histoires humaines refusent d'être résumées en quelques phrases. Elles sont faites de décisions, d'émotions, de blessures invisibles et de conséquences qui continuent longtemps après que les événements principaux sont passés. L'affaire Thomasy appartient à cette catégorie d'histoires qui oblige à réfléchir au-delà des apparences. Parce qu'au fond, la vraie question n'est peut-être pas seulement de savoir qui a fait quoi. La vraie question est de comprendre comment des personnes peuvent arriver à un moment où les choix deviennent si lourds qu'ils changent complètement le cours d'une vie. Pour Marcelo, l'après représente une période où il doit probablement affronter une réalité qu'il avait peut-être essayé d'éviter pendant longtemps, celle des conséquences. Pendant des années, il existait une séparation entre deux mondes. D'un côté, l'image publique, celle présentée à la communauté. De l'autre, une réalité privée, plus complexe, plus difficile à expliquer. Mais lorsque ces deux mondes se rencontrent, il devient impossible de continuer comme avant. Car un secret révélé ne disparaît pas simplement parce qu'on aimerait revenir en arrière. Une fois que la vérité est connue, elle change la manière dont les événements passés sont regardés. Les mêmes souvenirs ne sont plus interprétés de la même façon. Les mêmes paroles n'ont plus forcément le même poids. Et c'est souvent cela qui est le plus difficile dans une trahison. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est aussi tout ce que cela oblige à revoir. Pour Esther également, cette nouvelle réalité représente un tournant majeur. Une personne peut attendre longtemps un moment qu'elle imagine comme une délivrance. Elle peut croire qu'une fois l'obstacle disparu, tout deviendra plus simple. Elle peut imaginer qu'après les années de patience, de discrétion et d'attente, une nouvelle vie commencera enfin. Mais parfois, lorsque le moment arrive, la réalité ne ressemble pas au rêve. Parce qu'une relation construite dans des circonstances particulières porte toujours l'histoire de son commencement. Les années passées dans le secret, les difficultés traversées, les choix faits pendant cette période, tout cela reste présent. Même lorsque les circonstances changent, le passé continue d'exister. Et parfois, le plus grand défi n'est pas d'obtenir ce que l'on voulait. Le plus grand défi est de vivre avec la manière dont on l'a obtenu. C'est une question qui revient souvent dans les histoires de relations compliquées. Est-ce que deux personnes peuvent réellement construire un avenir solide lorsque leur histoire commence avec autant de blessures autour d'elles? Il n'existe pas une seule réponse. Chaque situation humaine est différente. Mais une chose est certaine, la confiance est une fondation fragile. Elle demande du temps pour être construite et peut être détruite très rapidement. Une relation peut survivre à beaucoup d'épreuves. Elle peut traverser des difficultés, des critiques, des obstacles, mais lorsqu'elle porte en elle un doute permanent, ce doute peut devenir un poids difficile à supporter. Et ce poids ne concerne pas seulement le couple, il concerne aussi le regard extérieur. Car lorsque toute une communauté connaît une histoire, les personnes impliquées ne vivent plus seulement leurs émotions personnelles. Elles doivent aussi composer avec les opinions, les questions, les interprétations des autres. Chaque regard peut devenir un rappel du passé. Chaque commentaire peut rouvrir une blessure. Chaque discussion peut ramener une histoire que certains auraient préféré laisser derrière eux. Mais il existe aussi une autre dimension à considérer, celle de la reconstruction. Parce qu'une chute n'est pas forcément la fin d'une personne. Une erreur ne résume pas toute une existence. Après les conséquences, il existe toujours la possibilité de réfléchir, d'apprendre et de changer. La question n'est pas seulement qu'est-ce qui a été détruit. La question est aussi qu'est-ce qui peut être reconstruit. Pour une personne qui a perdu la confiance des autres, le chemin est long. La confiance ne revient pas avec des paroles seulement. Elle revient avec le temps, avec des actes cohérents, avec une reconnaissance sincère de ce qui s'est passé. Et c'est peut-être l'un des aspects plutôt les plus difficiles pour quelqu'un qui a longtemps été admiré. Accepter de ne plus contrôler l'image que les autres ont de lui. Car parfois, la plus grande épreuve n'est pas d'affronter les critiques, c'est d'accepter qu'elles existent.
Cette histoire rappelle aussi une réalité universelle. Les personnes que nous plaçons très haut restent malgré tout des êtres humains. Elles peuvent être fortes dans certains domaines et faibles dans d'autres. Elles peuvent conseiller les autres et avoir elles-mêmes des combats personnels. Cela ne justifie pas les blessures causées par, mais cela rappelle que la complexité humaine existe. Et c'est justement cette complexité qui rend les histoires comme celle-ci si marquantes. Elles ne parlent pas seulement d'une personne ou d'un couple. Elles parlent de choix que beaucoup de personnes peuvent comprendre. Choisir entre l'image et la vérité, entre le confort et le courage, entre garder une situation connue ou affronter une réalité difficile. Chers auditeurs, au milieu de toutes ces questions, il y a une personne dont le nom revient constamment, Blanche. Son histoire reste le symbole d'une femme confrontée à une vérité douloureuse et qui aurait voulu prendre une nouvelle direction dans sa vie. Ce qui touche beaucoup de personnes, ce n'est pas seulement ce qu'elle aurait vécu, mais aussi ce qu'elle représente. Elle représente ceux qui découvrent une réalité qu'ils n'avaient jamais imaginée. Elle représente ceux qui doivent prendre des décisions alors que leur monde intérieur est bouleversé. Elle représente ceux qui cherchent à retrouver leur dignité après une blessure profonde. Et peut-être que c'est pour cela que son histoire continue de provoquer autant de réactions. Parce que derrière les noms, derrière les événements, derrière les débats, il y a des émotions que beaucoup de personnes connaissent. La déception, la perte, le besoin de vérité, le désir de recommencer. L'histoire de Thomasine nous rappelle finalement une chose essentielle. Personne ne contrôle totalement les conséquences de ses choix. Un choix peut sembler petit au début. Une décision peut sembler sans importance. Un secret peut sembler impossible à découvrir. Mais le temps a une manière particulière de révéler ce qui est caché. Et lorsque la vérité apparaît, elle oblige chacun à regarder le chemin parcouru. Alors, chers auditeurs, cette affaire restera probablement dans les mémoires, non seulement pour ses révélations, mais surtout pour les questions profondes qu'elle laisse derrière elle. Que vaut une image parfaite si elle repose sur des mensonges? Que vaut une victoire obtenue au prix de blessures? Et surtout, comment retrouver la paix après avoir traversé une tempête qui a changé toute une vie? Ce sont des questions auxquelles chacun doit répondre à sa manière. Car au-delà de cette histoire particulière, il y a une leçon qui concerne tout le monde. Les apparences peuvent tromper, mais la vérité finit toujours par demander sa place. Et lorsque cette vérité arrive, elle change tout. Chers auditeurs, après toutes ces révélations, après toutes ces questions, il reste encore un élément essentiel à comprendre. Parfois, ce ne sont pas seulement les événements qui marquent une vie, mais aussi les silences qui les entourent. Parce qu'un silence peut cacher beaucoup de choses. Il peut cacher une douleur, il peut cacher une peur, il peut cacher une décision que personne ne connaît encore. Dans cette histoire, les silences lui sont occupés une place immense. Le silence d'une épouse qui découvre une réalité difficile. Le silence d'un homme qui tente de maintenir plusieurs parties de sa vie séparées. Le silence d'une relation qui évolue loin des regards. Le silence d'une communauté qui découvre finalement une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée. Et c'est peut-être cela qui rend cette affaire aussi troublante. Pendant longtemps, beaucoup de personnes regardaient une image alors qu'une autre histoire se déroulait derrière. Car les apparences ont une force particulière. Elles donnent l'impression que tout est stable. Elles rassurent, elles permettent aux gens de croire que tout va bien. Mais une apparence n'est jamais toute la réalité. Derrière un sourire peut exister une souffrance. Derrière une réussite peut exister un combat. Derrière une famille qui semble parfaite peut exister une histoire que personne ne connaît. Et c'est souvent lorsque la vérité apparaît que les gens réalisent qu'ils ne connaissaient qu'une partie de l'histoire. Pour ceux qui ont suivi cette affaire, une question revient encore et encore. Comment une situation a-t-elle pu durer aussi longtemps? Comment des années ont-elles pu passer avec autant de choses cachées? Comment les personnes concernées ont-elles réussi à avancer malgré le poids de cette réalité? La réponse se trouve peut-être dans une chose très humaine, l'habitude. L'être humain a parfois une capacité étonnante à s'adapter même aux situations les plus compliquées. Ce qui semble impossible au début peut devenir une routine avec le temps. Ce qui devrait provoquer une réaction immédiate peut être repoussé encore et encore. On se dit que ce n'est pas le bon moment. On pense que les choses vont changer. On espère qu'une solution apparaîtra naturellement. Mais parfois, le temps ne règle pas les problèmes. Il les rend simplement plus complexes. Et lorsque la vérité finit par sortir, elle arrive avec tout le poids des années accumulées. C'est aussi ce qui explique pourquoi certaines révélations provoquent autant d'émotions. Les gens ne réagissent pas seulement à un événement. Ils réagissent à toute l'histoire derrière cet événement. Ils pensent aux années passées, aux personnes qui ont souffert, aux décisions qui auraient pu être différentes, au moment où quelqu'un aurait peut-être pu choisir une autre direction. Mais il existe une chose que personne ne peut changer, le passé. Une fois que certains choix sont faits, ils deviennent une partie de l'histoire d'une personne. La seule chose possible est de décider quoi faire ensuite. Et c'est là que commence une autre étape, celle de l'acceptation. Accepter ne veut pas dire oublier.
Accepter ne veut pas dire que tout était normal. Accepter signifie reconnaître ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. Car rester prisonnier du passé empêche parfois de construire l'avenir. Pour Blanche, cette notion prend une dimension particulière dans le récit de cette affaire. Son absence laisse beaucoup de questions sans réponse. Des questions que personne ne pourra poser directement. Des conversations qui n'auront jamais lieu. Des explications qui resteront peut-être toujours incomplètes. Et c'est aussi ce qui rend certaines histoires si difficiles à fermer. Il n'y a pas toujours une dernière conversation. Il n'y a pas toujours un dernier mot. Il n'y a pas toujours une conclusion parfaite. Parfois, la vie impose une fin que personne n'avait prévue. Et les personnes qui restent doivent apprendre à vivre avec ce qui n'a pas été dit. C'est une réalité que beaucoup de familles connaissent. Les situations inachevées, les paroles retenues, les regrets, les questions sans réponse. Mais même dans ces situations, il reste une chose importante. La mémoire. La manière dont une personne est racontée après son départ, la manière dont son histoire est comprise, la manière dont les leçons tirées de son parcours peuvent aider d'autres personnes. Et c'est peut-être là que cette histoire prend une autre dimension. Au-delà du conflit, au-delà des erreurs, au-delà des jugements, elle pose une question fondamentale. Qu'est-ce qu'une personne laisse derrière elle? Est-ce que seulement ses réussites, ses erreurs, son image publique, ou est-ce qu'il y a aussi l'impact qu'elle a eu sur les autres? Parce qu'une vie humaine est toujours plus complexe qu'un seul événement. Une personne ne peut pas être résumée uniquement par un moment difficile. Elle est faite d'une multitude de chapitres, des moments de joie, des moments de douleur, des décisions bonnes et mauvaises, des victoires et des pertes. Mes chers auditeurs, la question que l'on doit se poser ici, c'est que se passait-il de l'autre côté? Que savait Marcelo Tomassi de ce que savait Blanche? Était-il conscient que sa femme avait percé son secret? Y avait-il eu des confrontations entre eux, des discussions orageuses derrière les portes closes de leur maison, pendant que la communauté continuait à les voir comme le couple pastoral exemplaire? Ces conversations que nous ne pouvons pas entendre, mais que nous pouvons imaginer, lourdes, douloureuses, chargées de tout ce qui n'avait pas été dit pendant si longtemps. Imaginez ces moments, Blanche en face de Marcelo, lui disant qu'elle sait. Lui regardant sa femme dans les yeux et réalisant que le voile était tombé, que la façade s'est effondrée, que la double vie qu'il avait si soigneusement entretenue était maintenant exposée à la lumière. Qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là? Comment un homme qui a trahi peut-il trouver les mots? Est-ce qu'il a demandé pardon? Est-ce qu'il a tenté de minimiser, d'expliquer, de justifier? Est-ce qu'il a promis de changer? Ou est-ce qu'il a simplement baissé les yeux, incapable de soutenir le regard de cette femme qu'il avait trahi depuis le début? Nous ne connaissons pas les détails de ces échanges. Mais ce que nous savons, c'est que la décision de Blanche était prise. Le divorce était envisagé. Et cette décision, dans le contexte de leur communauté, représentait un véritable tremblement de terre annoncé. Parce qu'un pasteur qui divorce, c'est une institution qui vacille. C'est une autorité morale qui se fissure. C'est toute une communauté qui se retrouve face à une réalité qu'elle ne voulait pas voir. Et puis il y a Esther dans tout cela, car n'oublions pas qu'elle aussi était une partie prenante de cette situation. Elle aussi avait fait des choix. Elle aussi portait une responsabilité dans ce qui s'était passé. Entretenir une relation avec un homme marié, même si cette relation existait avant le mariage en question, reste un choix. Un choix qui a des conséquences sur des vies réelles, sur la vie de Blanche notamment. Sur son bonheur, sa santé émotionnelle, sa capacité à faire confiance à son mari. Esther n'était pas une victime passive dans cette histoire. Elle était une actrice à part entière. Mais voilà, chers auditeurs, le destin a une façon bien à lui de s'imposer dans les histoires humaines. Avant que Blanche Tomassi ait pu aller jusqu'au bout de sa décision, avant qu'elle ait pu signer les papiers du divorce, avant qu'elle ait pu entamer ce nouveau chapitre de sa vie libérée du mensonge, elle est partie. Elle nous a quittés. Et avec elle, toute la procédure s'est arrêtée. Tout ce qu'elle avait prévu, tout ce à quoi elle s'était préparée, tout ce courage qu'elle avait rassemblé pour affronter cette nouvelle réalité, tout cela s'est évaporé avec sa disparition. Et c'est là, chers auditeurs, que l'histoire prend une dimension presque métaphysique. Parce que la mort de Blanche Tomassi a tout figé. Elle a créé un vide immense, un silence assourdissant, une absence qui a paradoxalement mis en lumière tout ce qui avait été caché pendant si longtemps. Sa disparition a été le révélateur de sa propre histoire. Comme si, en partant, elle avait emporté avec elle les derniers remparts qui retenaient la vérité. Comme si sa mort avait brisé les digues et laissé déborder tout ce qui avait été contenu, comprimé, étouffé pendant des années. Car aujourd'hui, les gens parlent, la communauté parle, la toile parle, les proches parlent. Et tout ce que Blanche savait en silence, tout ce qu'elle portait seule dans l'intimité de sa douleur, est maintenant dans la bouche de tout le monde. C'est une forme de justice posthume, peut-être. Une façon pour la vérité de refuser définitivement de rester enterrée. Une façon pour Blanche Tomassi de continuer à exister dans les consciences, même après sa mort. Non plus comme l'épouse souriante du pasteur, mais comme une femme qui a su, qui a souffert, qui a résisté, et dont la dignité mérite d'être reconnue et honorée. Il y a quelque chose de profondément injuste dans le fait qu'elle soit partie sans avoir pu vivre sa libération, sans avoir pu se reconstruire, sans avoir pu tourner la page et écrire un nouveau chapitre. Elle avait tout préparé pour partir, mais c'est la vie elle-même qui l'a emportée avant qu'elle ne puisse le faire de son plein gré. Et cette injustice-là, chers auditeurs, elle résonne profondément dans le cœur de tous ceux qui ont appris son histoire. Parce que Blanche Tomassi représente quelque chose qui dépasse sa propre personne. Elle représente toutes ces femmes qui savent, qui portent, qui endurent, qui décident de se battre, et à qui la vie ne laisse pas toujours le temps de mener ce combat jusqu'à sa conclusion.
Elle représente cette solitude particulière de ceux qui connaissent la vérité dans un monde qui préfère les apparences. Elle représente le courage silencieux de ceux qui choisissent la dignité même quand tout les pousse à se soumettre. Alors ce soir, en racontant sa scène, nous ne faisons pas que rapporter des faits. Nous rendons hommage à une femme, à sa lucidité, à sa force, à sa décision courageuse, à sa souffrance légitime, et à tout ce qu'elle aurait pu vivre si le destin en avait décidé autrement. Blanche Thomasy savait tout, et cette connaissance, loin de la détruire, l'avait amenée à vouloir se relever, à vouloir partir la tête haute. Et même si elle n'a pas pu aller jusqu'au bout, elle nous a laissé quelque chose d'inestimable. La preuve qu'il est possible de choisir sa dignité même dans les moments les plus douloureux, même quand tout s'effondre, même quand celui en qui on avait mis toute sa confiance vous trahit de la façon la plus profonde qui soit. Chers auditeurs, nous ne sommes pas encore au bout de cette histoire. La scène 3 s'annonce tout aussi intense, tout aussi révélatrice. Parce que dans l'affaire Thomasy, chaque chapitre apporte son lot de révélations. Et le dernier chapitre, celui du retournement de situation, celui de la chute, est peut-être le plus saisissant de tous. Restez avec nous. Parce que cette histoire n'est pas terminée. Et la vérité, elle, n'a pas fini de parler. Parce que voilà, chers auditeurs, il y a dans la vie des moments où l'on croit que tout va enfin s'arranger pour soi. Des moments où l'on pense que les obstacles ont été levés, que le chemin est enfin dégagé, que l'histoire va pouvoir s'écrire librement. Pour Marcelo Thomasy et Esther, ce moment semblait être arrivé. Blanche Thomasy n'était plus là. L'épouse qui avait découvert la vérité, qui avait envisagé le divorce, qui représentait l'obstacle principal à leur relation officielle. Elle était partie. Et on aurait pu croire que cette disparition allait enfin permettre à Marcelo et à Esther de vivre leur histoire au grand jour, librement, sans contrainte, sans secret, sans cette double vie épuisante que Marcelo avait maintenue pendant si longtemps. Mais la vie, chers auditeurs, a ses propres règles. Et ces règles ne correspondent pas toujours à ce que l'on espère, à ce que l'on planifie, à ce que l'on croit mériter. La vie a cette façon particulière de redistribuer les cartes au moment où l'on s'y attend le moins. Et dans cette histoire, la redistribution a été brutale, inattendue, et d'une ironie presque cruelle. Marcelo Thomasy et Esther ne sont plus ensemble. Voilà la réalité. Voilà le fait brut que tout le monde commente aujourd'hui. Celui qui avait tout sacrifié, son honneur, sa réputation, la confiance de son épouse, l'intégrité de sa position pastorale, se retrouve aujourd'hui sans celle pour qui il avait pris tous ses risques. Cette relation qui avait existé dans l'ombre pendant si longtemps, cette liaison qui avait survécu à un mariage entier, qui avait résisté aux années et aux mensonges, cette relation-là n'a pas résisté à la lumière. Et c'est peut-être là la leçon la plus profonde de toute cette affaire. Mais avant d'aller plus loin, posons-nous une question essentielle. Pourquoi ? Pourquoi une relation qui semblait si forte, si ancrée, si déterminante dans la vie de Marcelo, au point qu'il n'avait jamais pu s'en défaire même après son mariage ? Pourquoi cette relation a-t-elle finalement éclaté ? Qu'est-ce qui s'est passé entre Marcelo Thomasy et Esther pour que leur histoire se termine de cette façon ? C'est la question que tout le monde se pose. Et les réponses, comme toujours dans ce genre de situation, sont multiples et complexes. Il y a d'abord la question de ce que l'on appelle la dynamique de l'ombre. Il existe un phénomène bien documenté dans les relations qui se construisent dans le secret, dans la clandestinité, dans l'interdit. Ces relations ont souvent une intensité particulière, une charge émotionnelle très forte, précisément parce qu'elles sont interdites. L'interdit nourrit le désir. Le secret crée une intimité particulière entre deux personnes qui partagent quelque chose que le reste du monde ne connaît pas. La clandestinité donne à la relation une dimension de complicité, presque de résistance commune contre le monde extérieur. Et tout cela crée une sorte d'addiction émotionnelle qui peut être très puissante. Mais voilà le problème avec ces relations nées dans l'ombre. Quand elles sortent à la lumière, elles changent de nature. Ce qui les alimentait, le secret, l'interdit, la tension permanente, disparaît. Et ce qui reste, c'est la relation nue, sans le vernis de l'intensité artificielle que créait la clandestinité. Et parfois, ce qui reste n'est pas suffisant pour construire quelque chose de solide. Parfois, on réalise que ce qu'on aimait, ce n'était pas vraiment l'autre personne. C'était la situation elle-même. C'était cette dose d'adrénaline, cette sensation d'être différent, d'avoir quelque chose que les autres n'avaient pas, t'entendais pas. Et quand cette situation disparaît, quand l'obstacle est levé, quand il n'y a plus rien à conquérir, la magie se dissipe. Est-ce que c'est ça ce qui s'est passé entre Marcelo et Esther ? Est-ce que leur relation ne pouvait exister que dans l'ombre ? Est-ce que sans la tension de la clandestinité, sans l'obstacle du mariage de Marcelo avec Blanche, leur histoire perdait sa substance ? Ces questions méritent d'être posées, parce qu'elles permettent de comprendre comment deux personnes qui semblaient être si déterminées à rester ensemble ont pu finalement se séparer. Mais il y a aussi une autre dimension à considérer. Et cette dimension-là est peut-être encore plus profonde, encore plus difficile à accepter. Quand une relation est construite sur la trahison d'une tierce personne, elle porte en elle-même les germes de sa propre instabilité. Parce que la confiance, cette base indispensable à toute relation durable, est fondamentalement compromise dès le départ. Esther savait que Marcelo avait trahi Blanche. Elle avait vécu cette situation de l'intérieur. Elle avait été, qu'on le veuille ou non, une partie prenante de cette trahison. Et quelque part, dans le fond de sa conscience, une question devait se poser inévitablement. Si Marcelo a été capable de trahir Blanche de cette façon pendant toutes ces années, avec cette constance dans le mensonge, qu'est-ce qui me garantit qu'il ne ferait pas la même chose avec moi ? C'est
le paradoxe douloureux de ces situations. On peut obtenir ce que l'on voulait, la relation officielle, la place principale dans la vie de l'autre, et pourtant ne jamais vraiment se sentir en sécurité. Parce que la façon dont cette place a été obtenue jette une ombre permanente sur la relation. Et cette ombre, elle ronge, elle crée du doute, elle alimente la méfiance. Et la méfiance, chers auditeurs, est l'ennemi numéro 1 de l'amour. Pensons maintenant à Marcelo Tomassi lui-même dans ce retournement de situation. Que ressent un homme qui se retrouve dans cette position? Il a trahi sa femme. Il a maintenu une double vie pendant des années. Il a vu sa femme découvrir la vérité, souffrir, envisager de partir, et puis mourir avant même d'avoir pu reconstruire sa vie. Et maintenant, la relation pour laquelle il avait tout risqué s'est également effondrée. Il se retrouve seul, sans Blanche, sans Esther, avec seulement le poids de ses choix et le regard d'une communauté entière qui sait maintenant ce qui s'est réellement passé. C'est une forme de solitude particulièrement lourde à porter. Pas seulement la solitude de ne plus avoir de partenaire, mais la solitude de celui qui réalise que ses choix ont eu des conséquences qu'il n'avait pas anticipées. La solitude de celui qui se regarde dans le miroir et qui doit faire face à la réalité de qui il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a causé. Et pour un homme qui se définissait par sa position pastorale, par son rôle de guide moral, par son autorité spirituelle, cette confrontation avec soi-même doit être d'une intensité particulièrement douloureuse, car il y a aussi la question de sa réputation, de son ministère, de sa place dans la communauté. Un pasteur est une figure publique. Son autorité repose sur la confiance que lui accordent ses fidèles. Et cette confiance, une fois brisée, est extrêmement difficile à reconstruire. Les gens qui venaient le voir pour des conseils conjugaux, pour des prières, pour des bénédictions, comment peuvent-ils continuer à le regarder de la même façon? Comment peuvent-ils entendre ses sermons sur la fidélité et l'amour sans penser à ce qu'ils savent maintenant de sa vie personnelle? La crédibilité d'un pasteur n'est pas seulement théologique. Elle est aussi morale. Et la morale de Marcelo Tomassi est aujourd'hui sérieusement mise en question. Et puis il y a la communauté elle-même. Ces centaines de personnes qui l'ont suivi, écouté et admiré. Ces familles qui ont construit une partie de leur vie spirituelle autour de son enseignement. Ces jeunes couples qu'il a bénis, ces mariages qu'il a célébrés, ces personnes en crise conjugale auxquelles il a prodigué des conseils. Tous ces gens qui se retrouvent aujourd'hui face à une réalité troublante. Celui en qui ils avaient une confiance n'était pas celui qu'ils prétendaient être. Et cette découverte, pour certains d'entre eux, peut avoir des répercussions profondes sur leur propre foi, leur propre rapport à l'institution religieuse, leur propre capacité à faire confiance à ceux qui se présentent comme des guides spirituels. C'est un des dommages collatéraux les moins visibles, mais les plus profonds de cette affaire. Au-delà du triangle amoureux entre Marcelo, Blanche et Esther, il y a tout un écosystème de personnes qui ont été touchées. Des fidèles déstabilisés, des familles qui se posent des questions, des jeunes qui reconstruisent leur vision du leadership religieux. Et toutes ces personnes méritent d'être prises en compte dans l'analyse de cette histoire. Parlons maintenant d'un aspect que l'on n'aborde pas toujours dans ce genre de situation, mais qui est pourtant fondamental. La question du pardon. Pas le pardon au sens d'excuser ou d'oublier, mais le pardon au sens de se libérer du poids derrière de la rancœur. Pour ceux qui ont été blessés par cette histoire, et ils sont nombreux, la question du pardon va inévitablement se poser. Comment pardonner une trahison aussi profonde? Comment tourner la page quand les dégâts sont aussi importants? Comment continuer à avancer quand on a l'impression que la confiance que l'on avait placée en quelqu'un a été utilisée contre soi? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Et ce n'est pas le rôle du journalisme de les apporter. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que le chemin vers la guérison commence toujours par la vérité. Et aujourd'hui, grâce à toutes les voix qui se sont levées, grâce à tous ceux qui ont refusé de laisser cette histoire se noyer dans le silence, la vérité est là. Elle est dite. Elle est entendue. Et c'est déjà en soi un premier pas vers quelque chose de plus sain. Il y a aussi, dans ce retournement de situation, une leçon universelle que cette histoire nous enseigne avec une clarté absolue. Les fondations de toute relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle ou spirituelle, reposent sur l'honnêteté, sur la transparence, sur la capacité à dire la vérité même quand elle est difficile, même quand qu'elle fait mal, même quand elle risque de tout bousculer. Une relation construite sur le mensonge, aussi solide qu'elle puisse paraître de l'extérieur, porte en elle-même les conditions de son propre effondrement. Ce n'est qu'une question de temps. Marcelo Tomassi en est la preuve vivante aujourd'hui. Il a cru pouvoir construire sa vie sur deux piliers qui se contredisaient mutuellement. Il a cru pouvoir maintenir indéfiniment cet équilibre instable entre sa vie officielle et sa vie secrète. Et finalement, comme tous ceux qui ont tenté avant lui de vivre dans cette contradiction permanente, il s'est retrouvé avec les ruines des deux côtés. Ni Blanche ni Esther, ni sa réputation pastorale intacte, ni sa vie privée préservée. Tout s'est effondré. Et cet effondrement, aussi douloureux soit-il à contempler, est la conséquence logique et inévitable de choix qui portaient en eux-mêmes les germes de la destruction. Et Esther dans tout cela? Où en est-elle? Que ressent une femme qui a attendu pendant si longtemps, qui a accepté de rester dans l'ombre, qui a peut-être cru que le jour viendrait où tout s'arrangerait, et qui se retrouve aujourd'hui seule elle aussi, après que la relation pour laquelle elle avait tant patienté a finalement implosé? C'est une situation d'une complexité émotionnelle extraordinaire. Elle aussi a des comptes à rendre à sa propre conscience. Elle aussi doit faire face au regard d'une communauté qui la juge. Elle aussi doit se reconstruire après un chapitre de vie aussi tumultueux. Mais au-delà des individus, chers auditeurs, cette histoire nous dit
quelque chose d'important sur la nature humaine. Elle nous dit que nous sommes tous, à des degrés divers, capables de nous raconter des histoires pour justifier nos choix, capables de nous convaincre que ce que nous faisons est acceptable, nécessaire, inévitable. Marcelo s'est peut-être convaincu que son amour pour Esther était si fort qu'il justifiait tout le reste. Esther s'est peut-être convaincue que leur relation méritait d'exister malgré les circonstances. Et pendant ce temps, Blanche payait le prix de ces histoires, que les autres se racontaient. C'est le danger des narratives que l'on construit pour se protéger de la réalité de nos actes. Ces histoires que l'on se raconte pour éviter de faire face à ce que l'on est réellement en train de faire. Et cette histoire-là, celle de Marcelo Tomassi, est un miroir tendu à chacun d'entre nous. Un rappel que la réalité finit toujours par rattraper les narratives, que la vérité finit toujours par triompher des illusions, et que les choix que l'on fait, même ceux que l'on croit pouvoir cacher indéfiniment, ont toujours des conséquences. Alors ce soir, en concluant cette troisième et dernière scène, permettez-nous de revenir une dernière fois à Blanche Tomassi. Cette femme qui n'est plus là pour voir ce retournement de situation. Cette femme qui avait tout su, qui avait tout porté, qui avait décidé de partir dignement. Et que la vie n'a pas laissé partir selon ses propres termes. Si elle pouvait voir ce qui se passe aujourd'hui, que penserait-elle? Trouverait-elle dans cet effondrement une forme de justice? Ou bien serait-elle simplement triste? Triste pour tout le monde. Triste pour ce qui aurait pu être différent si seulement les choix avaient été autres. Des couples viennent le voir pour résoudre leurs problèmes conjugaux. Des jeunes l'écoutent pour comprendre ce que signifie aimer dans le respect et la vérité. Il est une figure d'autorité morale, une boussole pour sa communauté. Et c'est précisément ce contraste entre ce qu'il prêchait et ce qu'il vivait réellement qui rend cette histoire si troublante, si dérangeante et si difficile à digérer pour ceux qui le connaissaient encore. Car pendant longtemps, Marcelo Tomassi a maintenu deux mondes en parallèle. D'un côté, sa vie officielle et visible publique, un mariage avec Blanche Tomassi, une femme qui portait son nom, qui se tenait à ses côtés lors des cérémonies, qui participait à la vie de l'église, qui incarnait aux yeux de tous la figure de l'épouse du pasteur. Une femme digne, présente, respectable. Une femme qui avait choisi de partager sa vie avec cet homme, qui lui avait fait confiance, qui avait cru en lui. Blanche Tomassi n'était pas une femme effacée. C'était une personnalité à part entière, avec sa propre force, sa propre intelligence, sa propre sensibilité. Et c'est justement pour cela que ce qui lui a été fait est d'autant plus douloureux à entendre. De l'autre côté, il y avait Esther, une femme que Marcelo Tomassi connaissait depuis bien avant son mariage, une femme avec laquelle il entretenait une relation que l'on ne peut qualifier que d'une seule façon, une liaison parallèle, une relation qui existait dans l'ombre, loin des regards, loin des lumières de l'église, loin de la communauté qu'il admirait. Une relation que Marcelo avait choisi de maintenir malgré son engagement conjugal, malgré ses vœux de mariage, malgré tout ce qu'il enseignait à ses fidèles sur la fidélité et l'intégrité dans le couple. Et chers auditeurs, ce qui rend cette situation encore plus complexe, c'est la question du temps. Combien de temps a duré cette double vie? Depuis quand Esther était-elle présente dans la vie de Marcelo? Les informations qui nous parviennent indiquent clairement que cette relation existait avant même que le pasteur ne se marie avec Blanche. Autrement dit, Marcelo Tomassi n'a pas commencé une liaison après son mariage. Non. Il avait déjà cette relation avec Esther avant de passer devant Dieu et devant les hommes pour s'engager envers Blanche. Ce détail change absolument tout. Cela signifie qu'il s'est marié en connaissance de cause. Il a prononcé des vœux de fidélité alors même qu'une autre femme occupait déjà une place dans sa vie. Il a regardé Blanche dans les yeux, il a dit oui. Il a accepté de construire une vie avec elle, tout en sachant qu'il n'était pas prêt à couper les ponts avec Esther. Cela soulève des questions fondamentales sur la nature de cet homme. Est-ce un manque de courage qui l'a empêché de choisir? Est-ce une incapacité à renoncer? Est-ce une forme d'égoïsme profond, cette volonté de tout avoir sans jamais vraiment tout donner? Ou bien y avait-il dans sa relation avec Esther quelque chose de si puissant, de si ancré, qu'il ne parvenait pas à s'en défaire, même lorsqu'il construisait officiellement sa vie avec une autre? Ces questions, nous ne pouvons pas y répondre à sa place. Mais elles méritent d'être posées. Parce que derrière chaque trahison, il y a toujours une histoire. Et cette histoire-là est particulièrement dense. Parlons maintenant de la façade, car pour maintenir une double vie, il faut de la façade, il faut de la mise en scène, il faut une capacité à séparer les deux mondes, à ne jamais laisser l'un empiéter sur l'autre, à gérer les émotions, les emplois du temps, les regards, les questions. Marcelo Tomassi était-il doué pour cela? Apparemment, oui, du moins pendant un certain temps. Aux yeux de sa communauté, il était le pasteur exemplaire, l'époux présent, l'homme de foi respectable. Il continuait à monter en chair, à parler d'amour et de fidélité, à conseiller des couples, à bénir des mariages. Et pendant ce temps, dans l'ombre, il vivait une toute autre réalité. Mais voilà le problème avec les façades, elles finissent toujours par s'effriter. Les mensonges ont une durée de vie limitée. Les secrets ont une façon bien à eux de remonter à la surface, qu'on le veuille ou non. Et dans cette histoire, la vérité a fini par se frayer un chemin. Elle a fini par atteindre celle que l'on aurait voulu protéger, ou peut-être que l'on voulait maintenir dans l'ignorance. Blanche Tomassi. Car Blanche a su. Et c'est là que l'histoire prend une dimension encore plus tragique. Imaginez un instant ce que cela représente. Vous êtes l'épouse d'un pasteur. Vous avez construit votre vie avec cet homme. Vous croyez en lui, vous lui faites confiance, vous partagez son quotidien, vous portez son nom. Et un jour, vous découvrez que tout ce temps, il y avait une autre femme.
Pas une liaison qui aurait commencé après le mariage, ce qui serait déjà dévastateur, mais une relation qui existait avant même que vous ne vous mariiez. Autrement dit, vous réalisez que dès le premier jour, les bases de votre mariage reposaient sur un mensonge. Ce moment de découverte, nous ne pouvons pas l'imaginer pleinement. La douleur qui accompagne une telle révélation est d'une nature particulière. Ce n'est pas seulement la douleur de la trahison amoureuse, c'est aussi la douleur du doute rétroactif. Ce moment où l'on se remet à questionner chaque souvenir, chaque moment de bonheur, chaque regard, chaque mot tendre. Est-ce que tout cela était faux ? Est-ce que j'étais la seule à croire en ce mariage ? Est-ce que je n'étais qu'une façade pour lui aussi ? Ces questions dévastent l'identité. Elles remettent en cause non seulement la relation, mais aussi la confiance que l'on a en soi, en sa propre capacité à lire les gens, à percevoir la réalité. Et pourtant, Blanche Thomasy a réagi. Face à cette vérité insupportable, elle a pris une décision. Elle avait envisagé le divorce. Elle avait décidé de ne pas rester dans cette situation, de ne pas fermer les yeux, de ne pas faire semblant. C'était un acte de dignité, un acte de respect envers elle-même, une façon de dire « je vaux mieux que ça ». Je mérite mieux que ça. Et même si cela devait briser une union officiellement consacrée devant Dieu, même si cela devait provoquer un scandale dans sa communauté, même si cela devait tout chambouler, elle était prête à affronter cette réalité plutôt que de vivre dans le mensonge. Mais, chers auditeurs, la vie, ou peut-être faudrait-il dire le destin, n'a pas laissé à Blanche Thomasy le temps de mener ce combat jusqu'au bout. Elle nous a quittés. Elle est décédée. Et avec elle s'en est allée une femme qui avait découvert la vérité, qui avait eu le courage de vouloir en sortir, et qui n'a jamais eu la possibilité de tourner complètement cette page et de se reconstruire. C'est peut-être l'aspect le plus douloureux de toute cette histoire. Non pas seulement qu'elle ait été trahie, mais qu'elle soit partie avec ce poids sur les épaules, avec cette blessure ouverte, sans avoir pu voir la résolution de ce chapitre de sa vie. Et aujourd'hui, alors qu'elle n'est plus là pour parler, pour témoigner, pour exiger les explications qu'elle méritait, c'est la communauté entière qui parle à sa place. C'est la toile qui s'enflamme. C'est l'opinion publique qui se lève et qui dit « non ». Cela ne peut pas passer sous silence. Non, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Non, le simple fait que Blanche ne soit plus là ne signifie pas que l'on peut effacer ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a enduré, ce qu'elle a apporté seule pendant si longtemps. La double vie du pasteur Marcelo Thomasy n'est pas seulement une histoire de trahison conjugale. C'est une histoire qui parle de pouvoir, le pouvoir que l'on exerce sur les autres lorsqu'on occupe une position d'autorité morale. C'est une histoire qui parle d'hypocrisie, cette capacité à prêcher ce que l'on ne pratique pas, à se dresser en exemple tout en vivant dans la contradiction. C'est une histoire qui parle de silence. Ces silences que l'on impose aux autres, parfois sans même le dire explicitement, par la seule force de sa position sociale. Et c'est une histoire qui nous invite tous, chers auditeurs, à regarder au-delà des apparences. Parce que les apparences, dans cette affaire, ont trompé beaucoup de monde pendant très longtemps. Le pasteur respectable, l'époux présent, l'homme de foi, tout cela n'était qu'une partie de la vérité. Et la partie cachée, comme toujours, était celle qui révélait le plus sur la véritable nature de cet homme. Parce que voilà ce qu'il faut comprendre, chers auditeurs. Blanche Thomasy n'était pas dans l'ignorance. Elle n'était pas cette épouse naïve que l'on imagine parfois dans ce genre de situation. Elle n'était pas celle qui ne voit rien, qui ne sent rien, qui continue sa vie, les yeux fermés pendant que tout s'effondre autour d'elle. Non. Blanche Thomasy savait. Elle avait su. Et cette connaissance de poids qu'elle portait dans le silence, cette vérité qu'elle avait découverte et qu'elle devait digérer chaque jour en continuant à sourire, à se tenir aux côtés de son mari, à jouer le rôle de l'épouse du pasteur devant une communauté entière qui ne se doutait de rien. Tout cela représentait un fardeau d'une lourdeur inimaginable. Mais comment Blanche a-t-elle su ? Par quel chemin la vérité est-elle arrivée jusqu'à elle ? C'est une question que beaucoup se posent. Et dans ce genre de situation, les chemins de la vérité sont toujours multiples. Parfois, c'est un regard surpris au mauvais moment. Parfois, c'est un message retrouvé par hasard. Parfois, c'est une confidence involontaire, un détail qui ne colle pas, une absence inexpliquée. Une attitude qui change imperceptiblement, mais que seule une femme qui connaît profondément son mari peut détecter. Les femmes ont cette capacité extraordinaire de sentir quand quelque chose ne va pas, même lorsque tout semble normal en surface. Et Blanche Thomasy était une femme intelligente, sensible, attentive. Elle n'avait pas besoin qu'on lui fasse un dessin. Elle voyait, elle ressentait. Et à un moment donné, les pièces du puzzle se sont assemblées d'elles-mêmes. Imaginez ce moment précis où la réalité vous tombe dessus. Ce moment où vous cessez de vous poser des questions parce que toutes les réponses sont soudainement là, devant vous, claires et implacables. Ce moment où vous ne pouvez plus vous raconter d'histoire, plus vous réfugier dans le doute, plus vous dire que vous vous trompez peut-être. Ce moment où vous savez. Vraiment. Profondément. Irrémédiablement. Blanche Thomasy a vécu ce moment-là. Et ce moment a tout changé pour elle. Parce qu'apprendre que son mari, le pasteur Marcelo Thomasy, entretenait une relation avec Esther, et que cette relation existait avant même leur mariage, ce n'est pas simplement apprendre une infidélité. C'est découvrir que le fondement même de son mariage était fissuré dès le départ. C'est réaliser que les vœux prononcés devant Dieu et devant les hommes portaient déjà en eux une part de mensonge. C'est comprendre que pendant tout ce temps, pendant toutes ces années passées ensemble, il y avait une troisième personne dans cette union. Invisible, silencieuse, mais présente. Toujours présente. Esther était là, quelque part dans les pensées de Marcelo, dans ses absences, dans ses moments de distance inexpliqués. Et Blanche ne le savait pas. Jusqu'au jour où elle a tout su.
Ce type de découverte provoque ce que les psychologues appellent un effondrement de la réalité perçue. Tout ce que vous croyez vrai devient soudainement questionnable. Tous vos souvenirs passent au filtre de cette nouvelle information. Vous revoyez des scènes de votre vie passée, des moments que vous pensiez avoir partagés pleinement, et vous vous demandez, est-ce qu'il pensait à elle à ce moment-là? Est-ce qu'il venait de la voir quand il est rentré ce soir-là avec ce sourire que je n'arrivais pas à déchiffrer? Est-ce que ce voyage qu'il a fait, il était seul pour ses engagements pastoraux, était vraiment ce qu'il prétendait? Chaque souvenir devient une potentielle scène de crime. Chaque moment de bonheur devient suspect. Et c'est dévastateur. Mais Blanche Thomasy n'a pas sombré dans la passivité. C'est là que son caractère révèle toute sa force. Face à cette vérité insupportable, elle a choisi de réagir. Elle a choisi de ne pas rester dans cette situation de mensonge institutionnalisé. Elle a choisi de ne pas fermer les yeux, de ne pas faire semblant, de ne pas accepter l'inacceptable, sous prétexte que quitter un pasteur c'est scandaleux, que divorcer dans une communauté religieuse c'est honteux, que ces apparences doivent être sauvegardées à tout prix. Non, Blanche avait une vision plus haute d'elle-même que cela, et elle savait ce qu'elle valait, elle savait ce qu'elle méritait, et elle avait décidé que ce n'était pas cette vie-là. Elle avait envisagé le divorce. Chers auditeurs, prenons un moment pour mesurer le poids de cette décision dans le contexte qui était le sien. Nous parlons de l'épouse d'un pasteur. Nous parlons d'une femme évoluant dans un milieu religieux où le mariage est sacré, où le divorce est souvent perçu comme un échec moral, où l'opinion de la communauté pèse énormément sur les décisions individuelles. Dans ce contexte-là, envisager le divorce n'est pas anodin. C'est un acte de bravoure. C'est s'exposer aux regards, aux jugements, aux questions, aux rumeurs. C'est accepter de tout perdre en apparence pour regagner quelque chose d'infiniment plus précieux. Sa dignité, son intégrité, sa liberté. Et Blanche était prête à faire ce sacrifice. Elle était prête à affronter les conséquences. Elle était prête à sortir de cette prison dorée qui était devenue son mariage. Parce qu'un mariage fondé sur le mensonge n'est plus un mariage. C'est une performance. C'est une illusion collective à laquelle on participe par peur, par habitude ou par manque d'alternative. Et Blanche Thomasy avait choisi de sortir de cette illusion.